Bonsoir à tous, il est 23 heures. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. En fin de mission dans notre pays, l'ambassadeur de la Turquie a été reçu ce jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Madame Yonka Gunduz Ostieri a remercié le président de la République pour l'hospitalité et le soutien dont elle a bénéficié durant son séjour en Côte d'Ivoire. 2023 sera une année électorale. Elle sera marquée par la tenue des élections municipales et régionales. Mais avant ce grand rendez-vous, les chapelles politiques mobilisent leurs militants. Les partis politiques à l'épreuve du terrain. Un dossier du service politique de RTI 1 à suivre dans cette édition. Puis, réforme des retraites en France. Plus d'1 million de personnes ont manifesté aujourd'hui selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 2 millions selon la CGT. Une chose est sûre, plus de 200 manifestations ont eu lieu à Paris et en région ce jeudi 19 janvier. Une première mobilisation d'ampleur contre la réforme des retraites du gouvernement d'Elisabeth Borne. Merci de regarder RTI 1. Je vous le disais il y a quelques instants, le chef de l'État a échangé ce jeudi avec l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire au palais de la présidence de la République. Madame Yonka Gunduz Ostieri, en fin de mission dans notre pays, est venue faire ses adieux à Alassane Ouattara. Un compte rendu d'Awa Touré. L'ambassadeur de Turquie, après 4 années de présence dans le pays, est venu prendre congé du président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour la diplomate turque de relever la qualité des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, des relations qui s'intensifient au fil des années. Alors, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, la Turquie et la Côte d'Ivoire ont d'excellentes relations. Du côté économique, les investissements aussi se portent très bien. Les investissements ont pratiquement doublé de 200 millions à 400 millions de dollars. Je voudrais également noter ma fierté en ce qui concerne la construction de l'école Maarif ici en Côte d'Ivoire, à Bata notamment. Et je suis heureux que cet investissement, le premier investissement public de la Turquie, ait été fait dans le domaine de l'éducation. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, à travers notamment l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Je voudrais dire à Madame l'ambassadeur combien nous sommes heureux des excellentes relations que nous avons avec le président Erdogan, qui est venu en visite d'État ici en 2016, après ma visite en Turquie en 2015. Et depuis lors, les investissements, le commerce ont connu un bond spectaculaire au cours de ces années, et je voudrais le remercier. Et aussi ajouter que je suis particulièrement reconnaissant en tant que chef d'État africain au président Erdogan pour tous les efforts qu'il fait pour amener la paix dans le monde, dans la situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Côte d'Ivoire a toujours considéré que la paix est la chose la plus importante pour le monde. Et comme vous le savez, nous avons même une fondation pour la paix, à Yamoussoukro, et un prix de l'UNESCO, un prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. C'est dire que nous sommes très attachés à la paix. Le président de la République a par ailleurs remercié l'ambassadeur de Turquie pour sa contribution au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Comprendre l'évolution dynamique de notre économie, d'une économie de production à une économie de transformation. C'est l'objectif visé par l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli qui vient de publier un essai critique de plus de 300 pages. L'ouvrage dédié à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne met en lumière l'état des lieux, les enjeux actuels et les grands défis en lien avec un contexte économique mondial sans en oublier les perspectives. Une cérémonie à laquelle participait ce jeudi le Premier ministre Patrick Achi. C'était cet après-midi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.
Plusieurs acteurs du monde agricole étaient ce jeudi autour de leur ministre de tutelle. Avec le ministre d'État, ils ont passé en revue les acquis engrangés au cours de l'année écoulée. De son côté, Kobena Kwasi Adjumani s'est réjoui des performances réalisées grâce au travail de ses collaborateurs. Il a saisi l'occasion pour fixer les objectifs de l'année 2023, notamment l'organisation de la 6e édition du Sahara. On en parle avec Frédéric Oulaï, avec un commentaire de Franck Kodio. La campagne agricole 2022 a permis le renforcement de la compétitivité agricole avec la signature de plusieurs conventions pour la transformation locale du cacao, de l'anacarde et l'EVA. La sécurité alimentaire, d'où la mise en œuvre de 40 projets pour un montant de 220 milliards de francs CFA, à la clé 2670 emplois directs. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de cette approche de transformation structurelle de l'économie agricole l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique conduite avec une plus grande dextérité par le Premier ministre, M. Jérôme Patrick Hachi. Kobena Kwasi Adjumani a par ailleurs décliné la feuille de route de l'année 2023, notamment l'organisation du Sahara. Elle répond à notre ambition d'accélérer la préparation des projets, d'améliorer les taux de décaissement et de garantir une bonne exécution des projets structurants. Je voudrais vous informer que l'un des événements phares de cette année est l'organisation de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le ministre d'État a distingué les piliers de la transformation structurelle. Ainsi, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a reçu la reconnaissance de l'État. 2,5 millions de sacs aux producteurs de noix de cajou, c'est le don du gouvernement qui s'engage à respecter les bonnes pratiques de récolte et de post-récolte. Cette action du gouvernement vient en appui au Conseil du coton et de l'anacarde pour améliorer la qualité de la noix de cajou ainsi que sa conservation. Le reportage de Soro Corona. La campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2023 s'ouvre la première semaine du mois de février. Avant l'ouverture, le Conseil du coton et de l'anacarde s'active à la distribution des sacs brousses aux producteurs sur l'ensemble des zones de production. Ce sont plus de 2 500 000 nouveaux sacs distribués. Des sacs pour garantir la qualité de la noix de cajou. À Dembokro, Bondoukou et Seguila, les producteurs sont sensibilisés sur l'importance de l'utilisation des sacs brousses. Du ramassage au stockage de l'anacarde, en passant par l'utilisation des ficelles pour la récolte et le séchage, les producteurs sont exhortés à respecter toutes les étapes afin d'améliorer la qualité du produit. À Bondoukou, le corps préfectoral, tout en saluant la distribution tôt de la sachérie, appelle les producteurs à mettre fin au phénomène de la fuite des produits. En 2022, la Côte d'Ivoire a produit environ 1 200 000 tonnes de noix de cajou. La filière anacarde occupe 400 000 producteurs répartis dans 250 coopératives. Ouverture ce jeudi d'un atelier sur la revue sectorielle Éducation-Formation en Côte d'Ivoire. Les ministres Mariatou Koné, Adama Diawara et Kofi Nguessan ont dressé le bilan des actions entreprises dans leur département en 2022. Ils ont aussi identifié les performances et les contraintes. C'est pour Azegui. Diawara et Kofi Nguessan, tous responsables du secteur éducation-formation, coordonnent leurs actions
pour le rayonnement du secteur. La maison de l'entreprise est le cadre choisi, mais dans la main, ils veulent se fixer des objectifs et mettre en place les mêmes stratégies afin d'obtenir des résultats probants. Il y a des questions de qualité de l'éducation qui ont été mises en lumière par les évaluations standardisées du PASEC. Donc toutes ces questions nécessitent que les ministères du secteur se concertent pour trouver des solutions pertinentes et consensuelles. Le secteur éducation-formation est accompagné dans sa tâche par 28 partenaires nationaux et internationaux. La revue sectorielle 2022 est donc l'occasion pour eux de dresser un bilan. Le rapport de performance qui a été une fois de plus méticuleusement préparé par la Task Force indique un bilan globalement encore mitigé. Le nombre d'indicateurs qui évoluent dans la bonne direction a certes progressivement augmenté au fil des ans, mais pour bon nombre d'indicateurs, les résultats attendus ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Nous avons cependant des raisons fondées d'espérer que les avancées seront bien plus marquées, et ce, dans un futur très proche. Prenant la parole au nom des ministres de l'Éducation-Formation, Mariatou Kone s'engage à transformer de façon significative l'école ivoirienne. Les ministres du secteur de l'éducation-formation se sont engagés à jouer leur partition pleine et entière, celle de créer, sous l'autorité du Premier ministre, M. Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement, toutes les conditions nécessaires pour la formation de notre jeunesse, une formation de qualité qui lui assure une insertion socio-professionnelle décente. Le plan sectoriel éducation-formation 2022 a pour objectif de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation équitable, inclusive et qui est en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Un mot d'économie à présent. En 2022, au moins 2678,4 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché régional par le ministère de l'économie et des finances. Le taux d'exécution à fin 2022 des actions du programme de travail gouvernemental 2022 en son volet économie et finances frôle ainsi les 96%. Le ministre Adama Coulibaly a aussi rappelé les efforts déployés en vue d'assurer le règlement de la dette fournie. Plus de détails avec Dangui Dangui. Malgré un contexte économique mondial marqué par la persistance de la COVID-19, le durcissement des conditions de financement et la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne s'en est bien sortie et montre des signes de résilience. En témoigne ce bilan du ministère de l'économie et des finances au titre de l'année 2022. À fin décembre 2022, ce sont 2678,4 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché régional, et ce, grâce à la contribution à divers niveaux de tous les acteurs du système financier régional. Notre département ministériel a également coordonné l'exécution dans les délais convenus des mesures préalables au décaissement des appuis budgétaires en provenance de nos partenaires techniques et financiers. Les performances réalisées à cet effet se sont traduites par un montant total de 653,5 milliards d'appuis budgétaires décaissés en 2022. Avec la mise en place des feuilles de route des ministères initiées par le gouvernement pour définir les principales actions à réaliser au cours de l'année, le ministère de l'économie et des finances a déjà identifié ces axes d'intervention prioritaires. Tenant compte des orientations des hautes autorités, 5 axes prioritaires ont été identifiés autour desquels nos actions devront s'articuler au cours de l'année 2023. Ces axes sont 1. La mobilisation des ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement. 2. Le maintien d'un cadre macroéconomique et financier solide. 3. Le renforcement de l'accompagnement du secteur privé. 4. La poursuite de la réforme du secteur financier. Et 5. La participation active au renforcement de l'intégration régionale en matière de politique monétaire. Adama Coulibaly a engagé ses collaborateurs à organiser un atelier en vue d'élaborer la feuille de route 2023 consolidée du ministère de l'économie et des finances.
Et sur un tout autre plan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était en Arabie Saoudite. Sur les terres saintes de l'islam, le général Bagondo Diomandé et sa délégation ont échangé avec plusieurs prestataires du Hajj. Une visite au cours de laquelle le bilan du Hajj 2022 a été passé en revue. Le commentaire de Demadongui, connaît par Gassoro. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est à la tête d'une forte délégation en visite en Arabie Saoudite. Visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Hajj 2023 et de la Umrah, le petit pèlerinage. Bagondo Diomandé et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite ont été reçus par Dr Taoufik bin Fawzan Al-Rabia, ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, et par son adjoint Dr Abdul Fattah bin Suleiman Marchat. Au centre des discussions, le bilan du Hajj 2022 et le quota alloué à la Côte d'Ivoire. Il était important pour nous de venir donc en Arabie Saoudite aux côtés des autorités saoudiennes pour faire un bilan de l'édition 2022 afin de mieux préparer l'édition 2023. Je voulais profiter justement de cette occasion pour dire merci aux autorités saoudiennes qui cette année ont revu le quota du contingent ivoirien à 10 000. Contrairement à ce que nous avons eu l'année dernière avec des restrictions qui nous ont fait partir que 4 527 pèlerins pour le compte de la Côte d'Ivoire. Donc ce quota de 10 000 vient à propos. Nous avons sollicité auprès des autorités saoudiennes la possibilité de revoir ce quota à la hausse. Nous espérons que cet appel-là sera entendu pour permettre à la très grande majorité de candidats au pèlerinage d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. Après le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah, le ministre Bagondo Diomandé et sa délégation sont allés rendre visite aux différents logeurs du contingent étatique. À l'issue des discussions, l'émissaire du gouvernement s'est dit rassuré quant aux conditions d'accueil et d'hébergement des pèlerins ivoiriens. Cette présentation est absolument édifiante pour moi. Voilà, je peux partir rassuré quant aux conditions d'hébergement dans lesquelles les Ivoiriens vont séjourner au cours de leur séjour ici. Présentation de la maquette de l'hôtel 5 étoiles en construction devant accueillir les années à venir l'ensemble des pèlerins ivoiriens. Présentation des nouvelles tentes de Mina et d'Arafat. Visite du cimetière des Martyrs, du Mont Oud et de plusieurs autres sites touristiques de la Mecque ont mis fin à cette visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, et de sa délégation en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Pour récompenser les meilleurs médecins et pharmaciens du concours d'internat, un nouveau prix vient de voir le jour. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'Institut national de la santé publique, une cérémonie organisée par le ministre de la Santé, nous rapportent Patricia Kwaku et Jean-Marc Djadji. 82 internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire primés à l'issue de la première édition du prix de l'excellence des concours d'internat dénommé Prix Pierre Demba. Ce sont 10 en pharmacie et 72 en médecine qui reçoivent chacun des trophées, des diplômes d'or, d'argent, de bronze et des numéraires. Ces majors sont honorés pour la qualité de leurs prestations. Nous prenons l'engagement de nous mettre au travail, de poursuivre l'excellence afin de continuer de mériter cette reconnaissance que nous recevons aujourd'hui. Le représentant de l'OMS exhorte les lauréats à adopter une bonne conduite au niveau du service et auprès des patients. On attend de vous que vous imprimez dans votre quotidien vis-à-vis des patients l'amour, la gaieté, des personnes de référence, le don de soi et des disséminateurs et disséminatrices du savoir. Ce concours national organisé annuellement vise à faire des étudiants hospitaliers un personnel de santé qualifié. Les internes des hôpitaux représentent un personnel médical d'appui au système de santé. Chers internes, vous avez de grandes responsabilités au sein de nos hôpitaux, car vous venez en appui à notre système de santé. Et vous vous retrouvez très souvent en première ligne dans nos CHU et dans nos institutions spécialisées. Je vous invite donc à être dévoués dans vos tâches quotidiennes et à être des modèles et travailleurs. Un interne accède à l'internat sur concours. La condition, être étudiant en 5e année de médecine et avoir validé son semestre. La formation dure 4 ans.
Le point de la situation de la Covid-19, ça sera juste après le jingle. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 19 janvier 0 nouveau cas de Covid-19 sur 286 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 19 janvier, la Côte d'Ivoire compte donc 87 965 cas confirmés, dont 87 127 personnes guéries, 833 décès et 7 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 669 328. Le 18 janvier, 8 798 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 354 449 doses du 1er mars 2021 au 18 janvier 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le dossier politique de ce jeudi revient ce soir sur les enjeux et les stratégies des prochaines élections locales, notamment les municipales et les régionales. Et si certains partis politiques se préparent pour la bataille, d'autres sont toujours à la recherche du candidat idéal pour les représenter. Un test grandeur nature qui va se jouer dans les urnes et surtout sur le terrain de la mobilisation. Un dossier préparé par Éric Goré. 7 novembre prochain que les élections locales vont se tenir en Côte d'Ivoire. Déjà, les différents états-majors des partis politiques sont mobilisés. Ils sont tous en ordre de bataille. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le RHDP, le PPACI et le FPI s'activent pour remporter ces élections locales. Avec eux, d'autres partis politiques et des candidats indépendants. Un défi pour tous. Mais au fond, quels sont les critères pour être un bon élu local ? Nizako Antoine, secrétaire départemental du RHDP dans la région du Haut-Sassandra, partage sa vision des choses. Le bon élu local d'une mairie, c'est d'abord, il faut être politique. Il faut être auprès de ceux pour lesquels vous voulez gouverner. Mais le bon maire, c'est celui qui a déjà une envergure, un environnement d'abord d'un personnage. Il faut un carnet d'adresse. Il y a des maires qui ne connaissent pas quelle est la technique pour faire bitumer une route. Et les caniveaux, qu'est-ce que ça devient? Quelle est la définition d'un caniveau? L'eau, l'électricité, tant de choses. De son côté, la commission électorale indépendante se prépare à réussir ce défi. Pour le PPACI, l'enjeu est énorme. Le portrait robot de cet élu idéal serait par exemple de sortir d'un parti fort. Un parti fort, un parti qui a une vision précise de ce qu'il entend faire du futur des Ivoiriens. Voilà, ça c'est la base de tout. Et puis, avoir un candidat qui lui-même a la carrure qu'il faut pour s'imposer. Vous savez, c'est vrai, on demande d'avoir un parti fort, mais ce n'est pas le parti qui va faire le candidat. C'est le candidat qui se met au service du parti, pour le bien-être des concitoyens. Dia Oufoué est issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il place beaucoup d'espoir en ces élections locales. Nous sommes convaincus que cette année 2023, il y aura un changement, un souffle nouveau pour la Côte d'Ivoire. Et ce souffle-là, au niveau de Yopougon, je vais le porter dignement et avec fierté pour tous ces jeunes, tous ces mamans qui vivent des situations difficiles. Nous sommes convaincus que par Yopougon, le changement sera effectif. Dans la région du Gor, l'on prépare également les élections. Le RHDP est présent. Alcide Djedje, le secrétaire départemental, est convaincu de la victoire de son parti. Si on prend dans le Gor, il n'y a que peut-être que Ouragayo qu'on peut considérer comme un bastion, sinon tout le reste est prenable. Et là, que ce soit Gagnoa, je ne vois pas qui peut battre le RHDP à Gagnoa aujourd'hui. La commune, tous les postes, maire,
et des députés sont occupés par le RHDP. À Oumé, nous avons de très fortes chances également. Et à Diego-Nefla, à Guibérois, la maire indépendante vient des régions de RHDP. Donc voilà. Cette vision de Alcide Djedje, secrétaire départemental du RHDP dans la région du Gor, n'est pas acceptée par Krizoa Anagama, secrétaire exécutif chargé des élections au PPACI. Nous disons simplement que, comme le disent les sages, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous comprenez? Nous considérons que c'est de bonnes guerres que de dire avant la bataille que nous allons emporter. C'est fait pour galvaniser les troupes. En l'absence du président Laurent Gbagbo, notre obédience politique avait refusé de participer aux élections pour diverses raisons que je ne vais pas énumérer ici. Et si nous sommes revenus dans le jeu politique avec le retour du président Laurent Gbagbo, nous entendons jouer notre partition jusqu'au bout. Pour ces élections, il faut aussi compter avec la jeunesse. Les jeunes décident de prendre les choses en main en s'impliquant véritablement par le dépôt massif de leur candidature. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a décrété l'année 2023 l'année de la jeunesse. La jeunesse a un rôle à jouer, un rôle capital à jouer. Parce que vous savez que les conseils régionaux, les conseils municipaux ne sont pas des élections à caractère politique, c'est des élections à caractère administratif. C'est dans le cadre du développement, purement et simplement le développement de nos différentes régions, de nos différentes communes. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous jeunes? Les dames ne sauraient rester en marge. Elles entendent réaliser de grosses surprises. Tout acteur politique est apte à impulser le développement local, quel que soit le sexe. Avec la femme, la politique devient plus humaine. Le défi ne peut être relevé qu'avec le concours de toutes les bonnes volontés. Et Dieu seul sait leur nom au regard de tous les mots de soutien que je reçois chaque jour. Les élections locales à venir permettent à ces différents partis politiques de mesurer leurs forces sur le terrain. Et c'est pourquoi tous les détails sont à prendre en compte. Un dossier à revoir sur RTI 1. On reste dans le chapitre politique. Désigné candidat du RHDP aux élections municipales dans la commune de Marcory, Laurent Tchagba est allé confier ses ambitions aux populations. Le ministre des Eaux et Forêts a surtout demandé des bénédictions pour remporter la mairie de Marcory en octobre prochain. Le commentaire d'Issa Chonahiro. Le ministre Laurent Tchagba à Marcory, il y est allé pour présenter et confier sa candidature aux élections municipales prochaines aux populations pour le compte du RHDP, Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix. Il a fait le tour des différents villages de la commune et demandé leur bénédiction pour la victoire finale au mois d'octobre 2023. Une fois élu, le candidat du RHDP promet un mieux-être aux populations. Pour ce faire, il envisage de poursuivre les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette commune du district autonome d'Abidjan. J'ai profité aussi pour leur dire que le président de la République, c'est lui que Dieu a oint pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, il a choisi quelqu'un d'être à la tête, n'est-ce pas, d'une contrée, il est souhaitable que nous qui sommes les habitants, nous puissions lui donner satisfaction parce qu'on est sûr ainsi qu'on pourra bénéficier de ses faveurs. Le RHDP a jugé utile de demander à notre frère Tchagba Laurent de venir soutenir ses parents de Marcory, ses frères et sœurs militants de Marcory, de sorte à ce que son leadership, son sérieux et son professionnalisme soient des instruments de succès ici. Laurent Tchagba était accompagné dans cette démarche par des responsables du parti et des cadres de Marcory. On ouvre l'actualité internationale avec cette mobilisation d'ampleur en France. 1,1 million de personnes ont défilé ce jeudi, dont 80 000 à Paris contre le projet gouvernemental de réforme des retraites selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Côté syndicat, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé que plus de 2 millions de manifestants ont battu le pavé dans toute la France. C'est plus que la première journée de mobilisation contre la réforme
réforme de retraite du gouvernement d'Édouard Philippe en décembre 2019. De son côté, la première ministre Elisabeth Borne a salué sur Twitter les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulées les manifestations. Des chars doivent être livrés à l'Ukraine, c'est l'impératif qu'a fait valoir le président du Conseil européen. Charles Michel s'est rendu ce jeudi à Kiev, où il s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Leur échange a eu lieu à la veille d'une réunion cruciale en Allemagne des soutiens militaires de Kiev. Plusieurs pays de l'OTAN lui ont promis un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes pour contrer les offensives de la Russie. Par ailleurs, au cours d'une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky dans l'après-midi de jeudi, Charles Michel a confirmé les discussions entre les États membres de l'UE pour un 10e train de sanctions visant Moscou afin de limiter ses revenus et ses capacités à livrer sa guerre à l'Ukraine. Ce journal est également à visionner sur YouTube et plein d'autres supports digitaux du groupe RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.